Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du grand A, naissance et influence du modèle britannique. Après avoir vu l'affirmation du Parlement lors du dernier cours à travers les différents événements qui étaient la première révolution anglaise, la mise en place de l'habeas corpus et la glorieuse révolution, nous allons voir dans un grand B comment ce modèle a eu une influence sur non seulement évidemment le reste des colonies britanniques, mais aussi sur les philosophes des Lumières. Alors, c'est le titre du grand B, donc une Angleterre influente au XVIIIe siècle. Donc, nous verrons deux parties, hein, comme je viens de le dire dans cette petite introduction. Donc, une partie sur l'influence qu'ont eu ces événements sur l'Angleterre des Lumières, et une partie donc sur l'influence que ces événements ont eue dans les colonies britanniques. Alors on va voir donc dans un premier temps l'Angleterre et le mouvement des Lumières, un mouvement que vous avez étudié en français. Donc les Lumières, on va le mettre en italique évidemment, puisque c'est un mouvement. Alors pour voir cette influence qu'ont eu les événements sur l'événement britannique sur la philosophie des Lumières et principalement évidemment les philosophes, nous allons utiliser votre manuel donc d'histoire-géographie à la page 202-203 pour voir à travers l'exemple d'un, si ce n'est le plus célèbre des philosophes des Lumières, Voltaire, quelle influence donc ce modèle britannique a eu sur sa pensée. Alors sur cette double page, vous avez un titre qui évoque l'anglophilie, hein, c'est-à-dire évidemment l'attirance que les idées politiques britanniques ont eue sur Voltaire. Donc vous avez ici une petite introduction hein, qui vous indique que Voltaire s'est retrouvé emprisonné à la Bastille. Donc ça fait un très bon pendant avec le petit travail qu'on avait fait sur l'habeas corpus, hein, puisqu'à l'époque, en effet, en France, il n'y a pas d'habeas corpus. Et donc Voltaire s'est retrouvé emprisonné à la Bastille par lettre de cachet, c'est-à-dire par décision du roi, arbitraire totalement, à la suite donc d'une tentative de l'empêcher de se battre en duel, suite évidemment à une petite dispute qu'il avait eue avec le chevalier de Rohan, une très grande famille française. Donc, suite à cette libération, on vous dit, il part au pays de l'habeas corpus, justement, en Angleterre, et il a tiré de ce voyage donc un ouvrage qui s'appelle Les Lettres philosophiques, qui a d'abord été publié en Angleterre, hein, parce que la censure en France est très forte, puis en France. Alors, ce qui est intéressant de voir, donc, que Voltaire, évidemment, adhère complètement au principe de la monarchie anglaise. Donc, si on fait un agrandissement sur le texte, en espérant que oui. Donc, dans ce texte, on voit bien donc que l'Angleterre est érigée comme un modèle, puisqu'il y a ici le titre d'exemple. Les mérites politiques du système anglais sont assez nombreux d'après Voltaire, puisque dès le premier paragraphe, on voit l'expression «le prince tout-puissant pour faire du bien a les mains liées pour faire le mal». C'est donc la phrase qui explique ce qu'on a vu nous précédemment, c'est-à-dire que le pouvoir royal est limité. Cela a été obtenu donc par les deux révolutions anglaises, hein, et notamment l'acceptation du Bill of Rights par Marie II et son mari Guillaume III, le roi d'Angleterre, donc par mariage. Donc, à la ligne 4 et 5, hein, l'expression main liée hein, montre bien l'incapacité juridique du roi de s'en prendre au Parlement ou de le dissoudre, comme on l'avait vu quand on avait étudié les schémas de fonctionnement. À la ligne 8, la Chambre des pairs et celle des communes sont les arbitres de la nation, le roi est le surarbitre. Donc c'est bien l'équilibre du pouvoir entre les deux chambres. Hein, chambre des pairs, hein, donc c'est chambre des lords. Hein, évidemment, c'est la traduction française. Hein, les pairs, les grands du royaume. Donc cela fait l'admiration, évidemment, de Voltaire. Alors c'est l'opposé, évidemment, du système politique français, hein, dans lequel le roi concentre tous ses pouvoirs et n'a absolument aucun organe de contrôle qui viendrait entraver son absolutisme. Donc évidemment, on comprend bien que Voltaire hein, préfère largement le roi arbitre anglais au souverain absolu français. Et ce partage justement du pouvoir politique à travers les deux chambres, dont une est élue, hein, je rappelle, la Chambre des communes est élue, la Chambre des lords est héréditaire, mais pas la Chambre des communes. Donc c'est déjà évidemment un début de séparation des pouvoirs.
Il évoque également les atouts économiques de ce système, hein, dans le paragraphe qui commence par le commerce qui enrichit les citoyens. Ici, vous le voyez, hein. Et donc, on voit bien la mise en avant du commerce international anglais qui domine les mers, maître des mers ici, hein, force navale, hein, qui met en avant sa flotte, la Royal Navy, hein. Et évidemment, l'Angleterre, à travers Londres, hein, qui est à l'époque la capitale du monde, on pourrait presque dire, euh, a, met en avant en fait que cette réussite économique est liée à ce modernisme politique et notamment ce partage des pouvoirs. Et puis enfin, il met en avant un autre point de divergence, hein, entre la monarchie constitutionnelle britannique et la monarchie absolue française, c'est-à-dire une société qui n'est absolument pas figée, hein. Il se réjouit des vertus de la société anglaise où le mérite, hein, lequel est le plus utile à un État, hein, l'emporte sur la naissance, hein. Le seigneur bien poudré, on reconnaît bien sûr la noblesse. Ce sont des aristocrates improductifs, hein, qui sont mis en avant par Voltaire, à l'opposé, par exemple, d'une grande bourgeoisie commerçante qui, elle, est extrêmement dynamique. Et puis on voit, hein, la notion de négociant, hein, qui enrichit son pays. On reconnaît bien là, évidemment, hein, les bourgeois. Je rappelle qu'en France, hein, les aristocrates, donc la noblesse, tout comme le clergé, ne travaillent pas, hein, et donc ils ne sont pas utiles à la société. À la ligne 5, hein, il y avait notamment le terme ici de vassaux, hein, donc bien un système de domination. Évidemment, ça renvoie à l'introduction que l'on a évoqué juste avant, ou l'expérience de Voltaire, hein, qui avait été battu par les domestiques du chevalier de Rohan pour insolence. Évidemment, ça ressort peut-être un peu dans ces lignes. Donc, pour conclure sur cet ensemble documentaire, hein, on voit bien que Voltaire pense que l'Angleterre est un modèle de prospérité économique, d'équilibre des pouvoirs et de société ouverte, ce qui fait quand même trois avantages énormes. Euh, Quand il publie ce texte, c'est pas seulement pour dénoncer, c'est aussi pour alerter les élites françaises, celles qui sont capables évidemment d'avoir son ouvrage financièrement et aussi de le lire et de le comprendre. Et évidemment, il envoie ce qu'on appellerait un appel du pied pour dire voilà, peut-être que c'est dans ce sens-là que la société française doit évoluer. Alors juste un petit voilà, un petit focus sur ici une stature des élections pour montrer tout de même que ce système n'est pas parfait, puisqu'on voit, hein, donc les deux partis en présence, les Tories et les Whigs, et surtout on voit que les élections sont parfois manipulées, puisqu'on voit un aveugle qui monte les marches, un mourant amené à bras d'homme, une personne qui souffre d'un handicap mental, etc., etc. Donc il y a quand même tout de même évidemment des nuances aux propos de Voltaire qu'il faut apporter, mais il est vrai que la souplesse politique, ce système de partage des pouvoirs, est un des éléments phares du développement de la monarchie britannique en tant que grande puissance, hein. On va le voir évidemment un petit peu après dans le travail sur l'expansion coloniale. Euh, Nous avons également peut-être intérêt à évoquer tout de suite le fait que ce courant des Lumières et cette influence de la monarchie britannique se retrouvera dans les colonies justement que nous allons évoquer, les colonies d'Angleterre en Amérique du Nord. C'est intéressant évidemment de l'évoquer maintenant par rapport au fait que nous traiterons un peu plus tard dans la leçon suivante, la Révolution américaine qui s'est nourrie également des idées des Lumières. Donc ça, c'était un premier point. Donc on va revenir sur notre trame et surtout sur l'influence pour évoquer dans un deuxième point, donc en petit 2, l'expansion coloniale britannique que nous venons d'effleurer à travers le texte de Voltaire. Alors pour cela, nous allons utiliser encore une fois l'ouvrage donc de cours à la page 195. On a déjà utilisé cette double page. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est le temps que ça apparaisse à l'écran. Voilà, c'est le document numéro 5. Alors, on espère que ça va. Oui, très bien. Donc, le document numéro 5 qui évoque donc l'empire colonial britannique à la fin du XVIIe siècle. Alors, grâce à ce dynamisme politique, à cette séparation des pouvoirs, au fait que le mérite
l'emporte sur la naissance, l'Empire britannique s'est taillé un, un empire gigantesque à la surface de la planète. Et nous allons voir très rapidement avec cette petite carte interactive quels ont été les territoires sur lesquels l'Angleterre a pu mettre son empreinte. Alors, Londres, hein, donc ici, bon, j'espère que je ne vous explique pas où se trouve Londres, hein. Londres, capitale du commerce mondial, puisque vont affluer sur les rives de la Tamise et dans les docks de la cité londonienne les richesses que l'Angleterre va se procurer sur son immense empire. Donc, les possessions britanniques en 1690, bon, eh bien, vous voyez, elles sont nombreuses, hein. Les colonies d'Amérique du Nord, les Caraïbes, avec de nombreuses possessions, hein. La côte du Belize, hein, un État d'Amérique centrale qui existe toujours. Ici, la côte de l'or, notamment pour l'or et le trafic des esclaves, c'est le Ghana actuel. L'île de Sainte-Hélène, célèbre pour avoir accueilli Napoléon. Et puis des comptoirs en Inde, très intéressants, pour évidemment récupérer les épices, les indiennes, ces fameux tissus. Et également, vous voyez ici hein, une installation dans ce qui est aujourd'hui l'Indonésie. Ensuite, à la suite du traité d'Utrecht, hein, donc, qui met fin à un conflit avec la France de Louis XIV, l'Angleterre s'enrichit encore en Amérique du Nord avec la baie d'Hudson, très intéressant pour le commerce des fourrures notamment, à l'époque très important. L'Acadie, hein, qui va évidemment pousser les Français à fuir vers la Louisiane. Et puis Terre-Neuve, également très importante pour la pêche, notamment de la morue, hein, un poisson très important puisqu'en salaison il peut se conserver très longtemps. Donc on le voit, hein, un empire qui s'étend sur tous les continents, si on accepte l'Océanie, hein, qui sera, elle, colonisée entre guillemets au XVIIIe siècle, et cela permet à l'Angleterre de devenir la plus grande puissance euh, mondiale de l'époque, ce que Voltaire lie d'ailleurs à son système, à sa société et à son système politique. Donc ce modèle anglais, hein, original, plein de succès, inspire évidemment les opposants au modèle français, hein, et notamment Voltaire, on l'a vu, et on verra que l'expérience américaine va porter encore plus loin la critique du modèle absolutiste et va pousser encore plus loin ce modèle de séparation des pouvoirs, puisqu'on va aller vers une république. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez un résumé vidéo de ce cours sur la colonne du Padlet qui est affecté à votre classe pour aujourd'hui. Donc, eh bien, prenez-en bonne connaissance. Si vous avez des questions, utilisez évidemment le mail. Pour la suite des événements, donc pour les secondes C, la suite aura lieu demain avec un travail sur la guerre d'indépendance américaine. Pour les secondes A, ce travail se fera la semaine de la rentrée encore en télétravail. Voilà. Et pour les secondes B, pareil, le travail se fera à la rentrée, donc après les 2 semaines de vacances qui commencent demain soir. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt.